Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie de la ville de Kinshasa. InfoSag avec l'émission SAG politique, non SAG économique. Sageco avec le professeur qui est tous les lundis avec nous pour des sujets économiques et qui est en train de déranger la République démocratique du Congo et pourquoi pas l'espace francophone. Bienvenue, Prof. Meunga. Merci. Lundi encore, on a dit qu'on va parler de la dette parce que le phénomène de dette souveraine ou dette publique, ça devient de plus en plus difficile pour les nations du Sud. Et d'abord, on s'endette. Pourquoi l'État va s'endetter? Il s'endette chez qui? Très bien, merci pour la parole. Avant de commencer, on s'endette chez qui et on s'endette pourquoi? L'instrument important de gestion de l'État se trouve être le budget de l'État. Quand on a le budget de l'État, le budget a tout au plus trois sources principales de financement. Nous avons d'abord et surtout le financement sain, c'est la fiscalité. Au-delà de la fiscalité, nous avons le recours à l'emprunt de la dette, c'est-à-dire, disons, la dette et puis le financement monétaire. Bon, parce qu'il s'agit de la dette. De la dette, c'est un instrument auquel on recourt pour pallier, pour financer les projets de développement. Ainsi, l'État, et l'État congolais particulièrement, recourt à trois partenaires. Premier partenaire, même quatre. Il peut recourir auprès des institutions de Bretton Woods, c'est la Banque mondiale et les FMI. Il peut recourir à ce que nous appelons le Club de Paris. Le Club de Paris, c'est le club qui réunit tous les créanciers publics d'un pays, d'un État, donc ici, de la RDC. Toutes les dettes que l'État contracte auprès des pays souverains, ça c'est Club de Paris. Nous avons aussi le Club de Londres. Le Club de Londres, c'est quand l'État recourt au financement par emprunt auprès des institutions financières privées. Quand il recourt auprès des privés, ça c'est le Club de Londres. Et le Club de Kinshasa, c'est quand? C'est ça la dette interne. C'est-à-dire, comme vous le savez, on a eu les jeux de la francophonie ici, il y a eu des restaurateurs et tout ça. Ce sont des dettes que l'État recourt. Donc, en gros, voilà les trois origines ou quatre origines de la dette de l'État. Mais il faut noter, parce que vous avez parlé, il y a la dette souveraine et la dette publique. Parce que moi-même je suis mathé, parce que j'ai fait aux humanités la section scientifique, on peut clairement dire que la dette souveraine est incluse dans la dette publique. La dette souveraine, ce sont les dettes auxquelles l'État, qui est un État souverain, recourt auprès d'autres États. Alors que la dette publique prend en compte et les dettes souveraines, mais aussi les dettes sociales. Parce que l'État congolais a aussi des dettes sociales, les dettes qu'il a vis-à-vis des salariés, des agents publics de l'État. Et quand vous mettez ensemble, ça devient les dettes publiques. Donc, en d'autres termes, il y a la dette souveraine et il y a aussi les dettes publiques qui sont beaucoup plus importantes que les dettes souveraines. Et quand on recourt à ces dettes, c'est pour les projets de développement. Parce que l'État n'a pas toujours suffisamment de moyens. Mais je vais apporter un bémol. Pourquoi les gens sont réfractaires, les Congolais sont réfractaires à la dette? C'est parce qu'ils font allusion d'abord à ce que nous avons eu, vous vous rappelez, il y a ce qu'on a appelé l'initiative PPTE, Initiative des pays pauvres très endettés. Et on a mis depuis la France dans la tête des gens que la dette est une mauvaise chose, parce que quand vous recourez à la dette, vous allez vous trouver dans une situation d'insoutenabilité de la dette, c'est-à-dire d'insolvabilité, où vous ne savez pas payer la dette, et même si vous avez hypothéqué la maison, il y a des gens, des familles qui ont perdu l'argent. Or, j'ai toujours dit, la dette est une bonne chose, pourvu que les fruits de la dette soient orientés dans un secteur productif.
La dette est mauvaise, c'est quand on emprunte seulement pour la consommation immédiate. Alors que si on emprunte pour le financement, ça aura des effets d'entraînement. Donc la dette n'a jamais été une bonne chose. Et l'illustration la plus patente de la dette, des avantages de la dette, ce sont les États-Unis et même d'autres pays. Les États-Unis sont les pays les plus riches, les plus développés, les plus industrialisés du monde, mais c'est aussi les pays les plus endettés du monde. Aujourd'hui, si nous avons une petite somme de 10 milliards de dollars de dette, ce n'est pas ça qui peut nous empêcher de recourir aussi au financement externe, et l'État a vocation, a le potentiel d'aller au-delà, parce qu'il y a des pays qui ont 60% de dettes par rapport à leur PIB. Donc la dette n'est pas une mauvaise chose pourvu qu'il serve au financement. Les années du maréchal Mobutu, on dit le Congo s'est retrouvé avec une dette qui s'est levée à 13 milliards. 13 milliards. Il y en a qui ont dit que cette dette servait uniquement, une grande partie, c'est la construction de barrages hydroélectriques de Ingashaba, et qui n'a pas donné l'énergie électrique à tout le monde, des foyers congolaises. Jusqu'à aujourd'hui, les citoyens congolais continuent à payer et cette dette avait été réduite. Aujourd'hui, à l'heure actuelle que nous tournons cette émission sur la chaîne francophone de Kinshasa, la dette congolaise est élevée à 10 milliards de dollars américains. Ça veut dire que cette dette, l'État justifie aujourd'hui que cette dette finance beaucoup plus, soutiennent la formation, vous avez dit de l'investissement, la formation des jeunes enfants en République démocratique du Congo, éducation prioritaire, prend une grande partie aussi de cette dette de la République démocratique du Congo. Mais vous, en tant qu'économiste et puis professeur, alors, cette dette congolaise, est-ce qu'elle va faire face au produit intérieur brut? La PIB congolaise est de combien? Elle a l'auteur de combien de pourcents, la dette congolaise aujourd'hui? On le partage à des parties. Il y a une partie qui est interne, donc, et une partie externe. La dette interne, ici, s'élève autour de 41%. Maintenant, aujourd'hui, face à notre production intérieure brute, nous situons combien de pourcentage? 120, 30% de la PIB annuelle? Non, bien combien de pourcentage? Je vais d'abord, pour répondre à la dernière question, restituer le contexte. Oui. C'est vrai que Mobutu, à l'époque, il y a eu la dette à service qu'on a appelée les éléphants blancs. Oui, les éléphants construction blancs, de barrages hydroélectriques, sidérurgie des Maluku, beaucoup d'éléments, donc il n'y a jamais eu de ressources. À l'époque, qui aujourd'hui devient Hôtel Congo, Fleuve. Et donc, non, la dette, c'est pourquoi, avant de contracter la dette doit être contractée sur base d'un projet, d'un programme. On contracte la dette pour quoi faire? Mais, comme je dis toujours, depuis notre accession à l'indépendance, nous sommes caractérisés par la culture d'emprunt, c'est-à-dire par l'extraversion culturelle. C'est-à-dire chaque fois que nous allons à l'étranger, quand Mobutu va à l'étranger, il trouve les détours jumelles aux États-Unis qui renient c'est un commerce là où tout, comme en France, nous avons la défense. La défense, c'est le symbole. La défense, et alors, puis quand il le tour de revient Montparnasse aussi. Quand il revient ici, il dit non, on va faire le CCIZ. Alors qu'à l'époque, on disait c'est le chambre de commerce international et tout ça. Alors qu'il n'y avait pas à la base quelque chose qui pouvait justifier cet investissement. Même la tour administrative de la RTNC. Donc, c'est pourquoi on a qualifié les éléphants blancs. Ce sont des gros investissements qui ne sont pas rentables, qui n'ont pas d'implication sur le plan social. Nous le payons jusqu'aujourd'hui. Nous le payons jusqu'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que cela n'a pas marché? C'est parce que quand on contracte la dette, il y a ce qu'on appelle, il faut étudier la rentabilité des investissements. Est-ce que je contracte la dette pour financer la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs? Quelle sera la rentabilité? Et il faut associer des experts comme nous pour étudier. Mais pour Mobutu, c'était plus les investissements de prestige. Parce que comme toujours l'ambition de grandeur, là, et chaque fois qu'il voit quelque chose, on ramène ici. Et ça n'a pas abouti. Mais qu'est-ce qui est fait qu'on est arrivé jusqu'à 13 milliards ou 14 milliards? Ce n'est pas qu'on a contracté. Il y a ce qu'on appelle, dans les services de la dette, il y a ce qu'on appelle le rééchelonnement de la dette. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous contractez la dette et que cette dette-là est insoutenable, vous n'avez pas la capacité de rembourser à l'échéance, on fait ce qu'on appelle la capitalisation. C'est-à-dire
Nous avons contracté en réalité 2 milliards et nous devons payer 2 milliards 500 000 après peut-être une échéance de 5 ans. Si nous arrivons à 2 milliards au bout de 5 ans, on n'arrive pas à payer cette dette. C'est là où c'est arrivé le phénomène des fonds vautours qui a racheté la dette zaïroise de l'époque. Voilà à l'époque, vous vous rappelez, racheter et puis obtenir les moyens qu'il faut au détriment de la RDC. Donc, c'était l'effet de... Si on voit en réel, c'est 14 milliards ou 13 milliards, en réel, ce que nous avons pu contracter auprès des institutions de Bretton Woods des pays créanciers de la RDC, c'était peut-être autour de 3 milliards. Mais l'effet de rééchelonnement, l'effet de capitalisation, c'est-à-dire quand vous arrivez, comme je l'ai dit tantôt, quand vous arrivez à l'échéance que vous n'avez pas payé, la dette était de 2 milliards. Maintenant, on considère les 2 milliards 500 millions comme une nouvelle dette qui doit être recapitalisée parce qu'il y a intérêt. Et c'est là, au fil des années, 30 ans après. Mais aujourd'hui, nous avons par exemple un déficit des infrastructures routières. Oui. C'est presque 20 000 kilomètres, mais qui, si j'ai fait un peu des calculs, donc 2 millions le kilomètre, on tournera autour de 40 milliards de dollars américains. Oui. Et quand en ressources propres, nous levons annuellement ici 8 milliards. Oui. Donc le 16 milliards, c'est un bilatéral. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire un plan pour que nous puissions un peu chercher les 40 milliards ou en travaillant en public-privé? Toujours ça. Heureusement, vous l'avez si bien dit. J'ai toujours dit que dans ces pays, ce qui peut sauver ces pays, c'est quand on arrive à réaliser, à monter un plan pluriannuel endogène. C'est-à-dire quoi? Un plan qui est fait par les Congolais, pour les Congolais, en faveur des Congolais. C'est ce plan-là, pas de prêt-à-porter, comme vous vous rappelez avec PASS. Programme d'assainissement structurel, c'est que ça a eu comme ravage. Oui, parce que ça a commencé dans les années 80. Les conséquences de la dette non soutenue et est arrivé avec le plan d'élargissement structurel sur l'Afrique. Où les secteurs où on faisait des coupes budgétaires, c'était des secteurs où la population devait être en activité. Par exemple, l'agriculture, on a quitté de l'agriculture que nous avons l'habitude de faire en République démocratique du Congo avec l'agriculture d'importation. C'est-à-dire que nous cultivons uniquement pour envoyer ailleurs. Alors, maintenant, aujourd'hui, on est en train d'aller vers le 13 milliards des années de Zaïre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez indiqué. Si déjà aujourd'hui, les infrastructures routières, ferroviaires et tout ça maritime s'évalueraient à ça, c'est les 40... Ça, c'est les routes. Ça, j'ai fait un peu une calcul uniquement des routes nationales. Pas des dessertes agricoles. Si on prend 20 000 kilomètres, fois 2 millions le kilomètre, le dévoi, ça nous fera autour de 40 milliards de dollars américains. Si on contracte une ardoise qui s'évaluerait à 40 milliards et on l'oriente à ce que j'ai appelé ce secteur-là, routier, c'est ce que j'ai qualifié industrie industrialisante. Parce que un des défis de notre économie est caractérisée par ce qu'on appelle en économie la désarticulation. C'est-à-dire, même avant d'aller dans l'intégration régionale, il faut une intégration en interne. Nationale. Et pour qu'il y ait intégration nationale, c'est quand il y a interconnectivité et intraconnectivité des provinces. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les provinces se connectent. Et ils se connectent par quoi? Par voie routière. Et pourquoi je les appelle industries industrialisantes? Parce que quand on lance une route, tout au long de la route, il y a d'autres industries qui vont se greffer. On aura une pharmacie, on aura un hôpital, on aura une station-service. Donc, et ça va permettre à ce que les circulations de biens et de services à l'intérieur du pays, parce que la RDC, c'est un grand marché de plus de 100 millions de consommateurs. Donc, si on arrive à couvrir, à interconnecter l'ensemble du territoire national, ça va permettre la circulation des biens, des personnes et des services, et ça va créer une attractivité, et le secteur privé sera attractif, parce que le secteur privé ne laissera que quand il y a des travaux d'envergure, et des travaux surtout des infrastructures. Il n'y a que quand il y a des infrastructures économiques, sociales, que les privés peuvent se connecter, parce que les consommateurs de services de privés, c'est entre autres, c'est l'État au travers des services publics. Donc, quand il n'y a pas des entreprises publiques performantes, je doute fort qu'il y ait aussi des entreprises privées performantes. Parce que ce que les privés produisent, les premiers consommateurs, les premiers demandeurs, c'est l'État au travers des services avant de donner. Alors, c'est pourquoi j'estime
que la dette n'est pas une mauvaise chose si elle est orientée dans les secteurs productifs, les secteurs d'investissement, comme les routes. Et le Congo ne vaut pas un penny si, pourquoi il l'a dit, c'est parce que le Congo n'était pas interconnecté. Il faut arriver à relever ces défis, à intégrer notre économie, et la bonne manière d'intégrer l'économie. Comme vous parlez des routes, Kinshasa, 20 millions d'habitants, nous voyons que chaque fois, il faut évaluer les routes des secondaires de Kinshasa vont nous coûter combien. La route sera de combien, parce que l'inflation se fait tous les jours dans les déplacements des Quinois et Quinoises. Nous voyons que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas créé plus de routes dans la ville de Kinshasa. Alors, les gens disent que, les autres scientifiques, ils disent que les dettes que nous récupérons beaucoup plus en République démocratique du Congo servent à la consommation. Elles ne servent pas à l'investissement. Vous approuvez ce genre de... Oui, mais c'est à voir. Vous avez suivi, il y a eu les débats au Parlement, il y a les budgets. Parce que l'instrument important de gestion de l'État, c'est les budgets. Mais regardez ces budgets-là. Plus de la moitié des ressources qui sont mobilisées, qui seront mobilisées jusqu'à la fin de l'année, sont orientées dans les secteurs de consommation. Et pour la plupart, ce sont des dettes et des ressources qui alimentent, qui entretiennent les institutions politiques, qui pour la plupart sont budgétivores, qui n'ont pas un impact sur le social. Donc, même l'État, c'est comme un homme. Un homme qui prend le gros de ses moyens pour la consommation, c'est un homme qui est condamné à la précarité et à la pauvreté. Donc, pour s'améliorer, pour s'enrichir, il faut se priver de la consommation immédiate en orientant le gros des moyens dans l'investissement. Et c'est à ce niveau-là que pêchent beaucoup de pays africains, particulièrement la RDC, parce que les gros des moyens, les dépenses d'investissement sont marginales, pendant que les dépenses de consommation sont exorbitantes. Donc, il faut renverser la tendance, il faut mettre les gros de nos moyens dans les dépenses d'investissement, les dépenses productives, les dépenses qui créent des richesses supplémentaires, au lieu d'orienter dans les dépenses de consommation. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? Nous voyons la dette publique américaine autour de 124% de la PIB, et celle des Français, je pense, c'est ça aussi, autour de 124, 115 de la PIB française. Mais nous, ici, on est dans quel pourcentage? Parce qu'on dirait, quand vous prenez notre PIB... Comment fait-il? Et la France continue toujours à endetter sur le marché. Les États-Unis, pareil. Nous sommes autour, peut-être la dette congolaise peut-être autour de 40 ou 50% de la PIB. Alors, comment fait-il? Nous, qui est à un pourcentage qui est faible, on n'arrive pas à endetter. Peut-être qu'on n'est pas... Parce que souvent, on nous dit que non, notre capacité de consommation est faible. Et que les services de la dette, on a fait avec vous une émission, c'est le problème de la crédibilité. Et la crédibilité, c'est la solvabilité. Dès lors que les créanciers réalisent que vous êtes à même de rembourser les dettes, ils peuvent vous donner même au-delà de ce que vous produisez annuellement. Parce que la dette, les PIB, c'est annuel. Les PIB annuels aujourd'hui se tourneraient autour de 70 milliards de dollars. 70 milliards de dollars. Le PIB des Congolais, c'est 70 milliards. 70 milliards de dollars, alors que la dette est de 10 milliards. De 10 milliards. Et quand on fait les rapports, c'est vraiment insignifiant. C'est qu'on a le potentiel d'endettement. C'est-à-dire, notre dette aujourd'hui, elle est soutenable par rapport aux richesses que nous créons annuellement. Mais le problème, c'est de l'affectation, allocation des ressources qui proviennent de la dette. C'est là où ça pose problème. C'est-à-dire, si ces pays-là, ils ont des dettes qui dépassent les 120%, parce que ces dettes-là, quand ils les contractent, ce n'est pas pour entretenir les institutions politiques, c'est pour orienter dans le secteur d'investissement. Et quand on investit, l'investissement a un caractère long-termiste. C'est qu'ils savent qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ces dépenses-là qui sont orientées dans le secteur productif vont entraîner des richesses supplémentaires qui leur permettra de payer la dette à l'échéance. Mais nous, quand nous contractons la dette pour la consommation, donc nous nous privons des moyens de payer la dette et nous serons dans une situation d'insolvabilité où on sera obligé de rééchelonner la dette et la dette pourra passer, si toutes choses restant égales par ailleurs, nous sommes à 10 milliards aujourd'hui, nous risquons d'atteindre 20 milliards pendant que rien n'est fait par rapport à cette dette. Or, la dette, quand elle est contractée, c'est pour s'enrichir. Et pour s'enrichir, il doit être orienté dans le secteur productif. Mais si la dette est orientée dans le secteur de consommation et d'entretien des institutions politiques, cette dette-là ne peut servir à rien. Au contraire, ça va seulement aggraver
le service de la dette. Donc, c'est ça la différence entre nous les autres et les scientifiques disent que la première dette congolaise, en commençant par les années 60, les années Maréchal, celui qui a fait presque 32 ans, 3 décennies, ils disent qu'est arrivé à aboutir la libéralisation ou la privatisation de l'outil productif de l'État. C'est-à-dire que les entreprises portefeuille, beaucoup, c'est les conséquences de ces premières dettes qu'on a prises et les créanciers ont obligé. Vous avez cité quelques créanciers, les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI, en disant les États du Sud et de privatiser la plupart de l'outil productif des entreprises telles que Gécamine aujourd'hui. Vous allez voir que c'est réduit, selon les économistes du Sud, ils disent que c'était les conséquences des dettes sans la soutenabilité et après les créanciers ont obligé. Non, c'est vrai, mais il faut se dire que ces institutions-là, les institutions jumelles de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI, d'abord, premièrement, ils n'ont jamais développé un État. Ce sont d'abord des affairistes. Ce qu'ils vous donnent, ce n'est pas pour vous permettre, parce que si vous développez au point que vous n'avez pas besoin de recourir à leur dette, donc leur job s'arrête. Donc, si on a privatisé, cela relève ce qu'on appelle le consensus de Washington. Le consensus de Washington, et là je vois des acteurs majeurs. À l'époque, vous vous rappelez, dans les années 80, on a vu Margaret Thatcher, la dame de fer, arriver comme premier ministre d'Angleterre, et puis de l'autre côté, Reagan. Et tous ce sont des ultra-libéraux. Ils étaient aussi des amis entre Margaret Thatcher et Reagan. Ils partagent la même conviction et leur vision de la cité, il faut passer par la libéralisation parce que pour eux, ils estiment que l'État doit de plus en plus se désengager du secteur productif et confier le secteur de la production de richesses entre les mains des privés parce que les privés sont beaucoup plus performants, sont beaucoup plus compétitifs, alors que l'État ne pourra s'occuper seulement de ses missions régaliennes, c'est-à-dire l'éducation, la santé et tout ça, mais tous les secteurs productifs doivent laisser, et c'est à cet effet qu'on a réalisé à l'époque que pour relancer la Gécamine, ça demandait des milliards de dollars et on leur a dit que non, comme vous n'avez pas de moyens, et il faut privatiser la Gécamine. Et bon, comme on n'a pas voulu privatiser, on dit non, il faut se désengager d'autres concessions. C'est ainsi qu'on a assisté on a saucissonné la Gécamine, qui autrefois était le poumon économique de la RDC. Tous les carrés miniers de la Gécamine ont été cédés à des Chinois, à des Canadiens, à des Américains, à des Français, à des Allemands, au point qu'aujourd'hui, la production qui préfère a augmenté, a doublé, mais les retombées sont maigres. Pourquoi? Parce que là, quand vous cédez les concessions minières, vous vous contentez seulement de la rente minière, donc on a seulement des miettes. Et dans l'entretemps, on dit que non, la production est de 1 million de tonnes métriques, mais dans l'entretemps, nous ne gagnons rien parce que les gros des moyens maintenant profitent à ces bénéficiaires de ces engagements de l'État par rapport à différentes concessions. Et aujourd'hui, tenez, vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup. Vous savez que tout cela, ce qu'on nous a fait, on nous a promis, de Moïse Merveille, que la privatisation, c'était la voie de sortie. Même en Grande-Bretagne aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, toutes ces sociétés qui autrefois étaient privatisées commencent à être nationalisées parce qu'on considère aujourd'hui que les leviers importants pour l'État, pour la croissance économique et même pour pourvoir aux emplois durables, ce sont les entreprises publiques. Donc, même les Américains qui sont ultra-libéraux, ils préservent leurs outils de production qui relèvent de l'exclusivité de l'État. Et vous allez en France, un pays où vous avez habité, et on parle de plus en plus de patriotisme économique. Le patriotisme économique passe par l'émergence ou le soutien que l'État apporte aux entreprises publiques. Et ils ont la caisse de dépôt, le branche financier de l'État français. À chaque fois, ils réinjectent. On a vu par exemple une société dans la nouvelle technologie où l'État français a essayé de racheter, et on met quelques entreprises en pointe pour récupérer et que ça soit toujours dans le genre français. Maintenant, prof, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'économie de marché, l'économie d'aujourd'hui qui est mondialisée, il y a aussi une autre façon que les entreprises se financent, l'actionnariat. Côté en bourse. Mais comment l'économie congolaise ne s'est pas basculée? On n'a pas tant d'entreprises, parce qu'aujourd'hui, le financement classique, on a vu que l'État peut s'endetter par des créanciers
Voilà. Mais les entreprises aussi, de plus en plus, le pays développé, nous voyons que la bourse est devenue parmi les instruments pour que les entreprises arrivent à dégager des sommes et mettre à l'intérêt de l'économie. Nous, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui fait que les entreprises congolaises, côté en bourse, il n'y en a pas? C'est quoi le problème? C'est vrai, vous, là. les économistes, vous êtes là, vous enseignez tous les jours dans les tous les universités. jours, mais comment fait-il que l'économie du marché d'aujourd'hui, nous sommes absents, prof? Nous sommes absents, c'est parce que, encore une fois, d'ailleurs, ma thèse a porté sur la financiarisation de l'économie congolaise. Dans tous les pays du monde, nous avons deux types de financement de l'économie. Nous avons le financement classique, vous avez indiqué, qui a monté ses limites, c'est l'économie d'endettement. Oui, mais que nous voyons qu'aujourd'hui au Congo... Au côté, il y a l'économie des marchés financiers. Aujourd'hui, quand on parle de pays émergents, mais c'était d'abord les marchés financiers émergents. C'est qu'on a constaté, l'une des caractéristiques des pays émergents, c'est dans ces pays-là, il y a l'émergence des marchés financiers. Et c'est les marchés financiers qui nous permettent d'avoir des outils, et les outils principaux de la bourse, c'est entre autres l'action et les obligations. C'est quoi une action? Une action, c'est une part du capital que quelqu'un, comme vous avez votre entreprise ici, vous voulez vous financer, vous dites que non, j'ouvre mon capital. Je garde, je reste l'actionnaire majoritaire, mais j'ouvre le prof Omeonga, s'il est intéressé, je peux venir acheter des actions pour devenir, je deviens aussi copropriétaire de la chaîne, mais à une dimension un peu plus moindre que vous qui gardez les... C'est ça, et ça passe, et là, il y a deux types d'investissements, deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs qui sont riscophiles, qui prennent, parce que le capital, là, c'est le capital à risque. Ça peut ou ne pas marcher. Alors, ça, c'est l'action. Mais aussi, on met notre instrument pour les riscophobes, les gens qui ne veulent pas prendre les risques. Ce sont les obligations. Ça veut dire quoi? Vous ouvrez, vous financez pas les obligations, c'est que vous appelez au prof Omeonga, vous dites que vous donnez 10 000 $. Avec 10 000 $, chaque année, je vais commencer à te donner 1 000 $. C'est-à-dire que ça marche ou ça ne marche pas, à la fin de l'année, je viens. Ça, c'est le porteur des obligations. L'emprunt obligataire. Obligataire. Alors que actionnaire, c'est-à-dire que le prof Omeonga vient avec ses 10 000 $, mais il doit s'attendre à la fin de l'année, si on réalise les bénéfices et qu'on décide, l'Assemblée Générale des actionnaires décide de faire le partage des dividendes. Qu'est-ce qui fait réellement aujourd'hui que les entreprises congolaises est absent dans le marché? Ni à New York, ni à Paris. Et il faut mettre d'abord, avant d'aller à Paris, il faut créer un marché financier. Un marché financier local. Il faut il y a un centre financier qui est construit ici, là, au niveau de Kalina, la Gombe. Ça fait 10 ans que je mène un plaidoyer pour une bourse. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire, on peut ne pas les aimer. Même au Gabon, il y a un marché boursier. Même en Côte d'Ivoire, Rwanda, Côte d'Ivoire, Sénégal, tous ces petits pays. Même le Congo d'en face, oui. Or, pour en arriver à ce point, on a besoin de viabiliser le secteur bancaire qui n'existe pas encore. Et aussi, les institutions financières bancaires, financières non bancaires, entre autres. Nous avons la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous savez, la bourse à Paris, que ce soit la bourse de Lyon ou de Paris, est alimentée aussi par les retraites. Parce que vous savez combien la Caisse nationale de sécurité sociale engage par mois. Cet argent-là, on fait quoi avec? C'est la question qu'il faut se poser. Cotisants. Alors qu'il fallait viabiliser ça, il fallait rentabiliser ça, à créer. Et à part ça, nous avons même les INPP qui collectent aussi. Nous avons l'assurance, oui. Toutes ces institutions financières non bancaires pouvaient être les moyens pour organiser la bourse. La bourse, ce sont les entreprises qui viennent, mais qui organisent? La bourse est organisée par la norme, et la norme relève de l'État. Donc il faut de l'intelligence économique pour permettre à l'État d'organiser. Mais c'est quand on a organisé la bourse. Vous êtes là, les techniciens de l'intelligence économique. Comment fait-il les technocrates? Et puis le gouvernement actuel, il y a un technocrate au ministère de l'économie, chez le professeur, notre ami Daniel Moukoko Samba. C'est un technocrate, il est là, et puis la première ministre, c'est quelqu'un qui connaît un peu les statistiques financières et économiques, parce que c'est un économiste. Non, je salue Daniel Moukoko Samba, c'est un de mes maîtres, il m'a formé, il est un de mes maîtres. Mais le problème, vous savez, les impératifs, les impondérables politiques, la contingence au sein de la politique, est-ce qu'il a assez d'espace?
Et quand il a assez d'espace, on lui donne la possibilité de donner le meilleur de lui-même pour qu'il soit pris en compte. Parce que dans les pays africains, de manière générale, c'est la politique qui prend une place ascendante au point que même les initiatives des gens comme que vous avez cité la ministre de l'économie, peut-être il peut faire des propositions parce que les conseillers ne décident pas. Celui qui décide en dernier ressort, malheureusement, c'est le chef de l'État, c'est la première ministre. Est-ce que ces propositions-là, tout ce qu'il dit, tout ce qu'on disait avec lui quand il n'était pas au gouvernement, est-ce qu'ils sont pris en compte? Le problème, c'est celui-là. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pour cela vous voyez que les multinationales congolaises n'existent pas. Parce Comment que lorsque le financement de marché est absent, et là, c'est déjà un vrai problème. Parce qu'on se finance aussi par, comme je l'ai dit, dans tous les pays, il y a l'économie, les deux manières de se financer, soit on recourt à la bourse, soit on recourt à des banques. Mais pour en arriver à cela, même en France, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont cotées en bourse. Non, il y a seulement quelques-unes. Mais ici, 40 entreprises, on dit 40 grandes entreprises alors françaises. Que quand vous allez en France, il y a plusieurs. Les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse sont de loin supérieures à celles qui sont cotées en bourse. Mais le problème, c'est d'organiser d'abord les cadres. Parce que tu ne peux pas, vous avez parlé des multinationales. Mais il n'y en a pas les multinationales il ne peut pas y en avoir. Parce que au Congo et qui est même dans le 54 États africains. Ça n'existe pas. Pourquoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui manque en fait? J'ai toujours dit. Les Kenyans sont ici, les Nigériens sont ici. J'ai toujours dit ici, j'enseigne au niveau des masters les cours des entreprises multinationales. Toutes les entreprises multinationales, elles ont été d'abord des entreprises locales, nationales, régionales, et puis ça devient multinational. Alors quand déjà dans notre pays, il n'y a pas une entreprise qui arrive à couvrir même de moitié les besoins de notre territoire, de nos concitoyens, comment cette entreprise peut s'exporter. L'exportation, en d'autres termes, c'est quand on a couvert les besoins locaux et on va chercher ailleurs. Alors qu'ici, nous consommons toujours, on dit consommons congolais, mais tout ce que nous consommons vient de l'étranger. Et même la culture, au point que même les enfants aujourd'hui, quand vous leur donnez les poulets d'ici, il dit non, ça c'est l'histoire de Mboka. Qu'est-ce qui fait ça? La culture, c'est-à-dire il faut même la culture alimentaire. Si déjà vous habituez les gens à des déchets alimentaires qu'on nous donne, des produits transgéniques comme c'est le cas, ils sont habitués à ça. C'est de nous, c'est des modèles. Donc les gens ne veulent pas consommer ça. Oui, pour décourager ça, il faut prendre des mesures douanières ou tarifaires pour décourager l'importation. Mais parce que quand on décourage l'importation, on va propulser la production locale. Le gouvernement de Mme Judith Suminwa vient de prendre sur l'interdiction de tous les boissons sucrées dans les frontières congolaises, parce que pour soutenir un peu l'industrie locale, il y a une usine qui est maintenant à Maluku. Une chose, c'est de prendre une mesure, une décision. Une autre, c'est de l'encadrer. Parce que dès lors que la production locale ne va pas suffire à couvrir les besoins, les gens vont toujours, on va importer. Vous avez les mesures drastiques ne tiennent pas. L'économie n'obéit pas toujours aux mesures drastiques. Il faut créer des conditions qui obligent volontairement les gens à se désengager des importations. Il ne faut pas interdire. Et il faut peut-être augmenter les droits d'entrée. Et ceux qui importent vont se décourager et propulser, soutenir l'économie, la production locale, et ainsi pour qu'elle devienne compétitive. Dès lors que la production locale sera faible et elle ne sera pas compétitive, aujourd'hui, je vous indique, dans les années 80, nous avions les textiles ici, les usines textiles étaient, vous savez, nous sommes identifiés par nos femmes, par les pagnes, les ports de pagnes. Mais oui, quand les Chinois sont venus... Il y avait Sonteski et même Itex Africa, même Académie. Itex Africa, c'est fini. Non, parce qu'ils n'ont pas été compétitifs. On parle même plus. Ils n'ont pas été compétitifs face à l'invasion des wax chinois. Quand les Chinois vous importent et vous apportent ici les wax chinois à $6, pendant que vous vendez les mêmes wax à $10, vous savez, un des éléments qui décide de la décision d'achat pour les le prix. Vous vous rappelez avec les 4 prix classiques. Donc le prix aussi peut être un élément qui peut motiver la prise de décision d'achat d'un produit. Et ainsi, quand les industries locales textiles n'arrivaient pas à supporter les charges d'exploitation, ils ont cédé. Et ainsi,
Et voilà que ces industries, l'une après l'autre, ont disparu. Donc, la bonne manière, il faut soutenir. L'Éthiopie aujourd'hui, il y a le soutien de l'État. L'Éthiopie garde son industrie. On Parce parle de l'industrie textile en Éthiopie. Voilà donc. Ils font parce qu'il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique. Le patriotisme économique passe par les soutiens, la préférence nationale. Je ne suis pas de droite, mais la préférence nationale. Ah, vous êtes droitiste, donc non, vous voulez protéger et ni acheter pour les autres. Non, on peut ne pas être de droite ou d'extrême droite, mais la préférence nationale, c'est quelque chose il faut protéger l'industrie locale, il faut protéger. Et parce que pour qu'il y ait actionnariat congolais, pour qu'il y ait entrepreneur congolais, il faut qu'il y ait les entreprises. Le capital local. Le capital local, ça là. Mais dès lors que le capital local n'existe pas, le capital congolais n'existe pas, comment on peut parler de l'entrepreneuriat congolais? Comment on peut parler de... Mais vous enseignez aux futurs entrepreneurs et ces jeunes gens comment ils comprennent le monde d'aujourd'hui et que malgré tout il y a la technologie, malgré tout il y a tout. Le monde financier congolais, nous voyons qu'il y a des trous d'heure. Et puis l'industrie, l'entreprise est absente. Pourquoi l'industrie est absente? Quand on voit qu'il y a notre partenaire qui nous finance, auto-école, comment vous l'appelez? Auto-école SAG. SAG, spécial autogarage. Alors, vous voyez comme ça c'est une initiative d'un Congolais. Mais est-ce que avez-vous les moyens de couvrir tous les besoins quinois? J'en doute. Avez-vous les moyens de couvrir tout la RDC? C'est comme ça que l'État vient en appui. Il peut mettre des moyens parce que non, c'est grâce à ces partenaires qu'il a excellé dans ce domaine. On vous donne des moyens qu'il faut pour permettre non seulement à soutenir InfoSag, mais à créer aussi une chaîne de valeur, créer encore d'autres, à partir du garage, vous pouvez créer encore d'autres entreprises supplémentaires, mais aussi couvrir les besoins en termes de maintenance, en termes de réparation des véhicules. Et ça, avec les moyens, le projet SAG, il y a 20 projets économiques dans différents domaines de la vie nationale. Eh oui, vous devez dire que quel est l'accompagnement aujourd'hui, et même le consommateur, on a besoin de consommateurs. Si vous voulez acheter des véhicules, vous voulez réparer des véhicules, et donner là un plus, ça va permettre que les autres projets qui sont dans le groupe SAG puissent être vivables. Quelqu'un émerge dans ce domaine, au lieu de l'encourager, vous venez avec le terrorisme fiscal, des tracasseries d'ordre fiscal, d'ordre administratif, d'ordre policier, et ça décourage. Vous êtes parmi les rares investisseurs encore qui tiennent. Sinon, l'un après l'autre quitte le marché parce qu'ils considèrent que finalement j'ai fait ce travail, je le fais par vocation, pas pour donner de l'argent, mais l'État qui devrait m'accompagner ne le fait pas. Au contraire, il vient encore m'étouffer. Or, partout ailleurs, on sélectionne les meilleurs d'entre nous dans tous les domaines. On prend un garagiste, on prend dans quel domaine? Tel a excellé dans le domaine des écoles, on l'apporte l'appui. Tel a excellé dans le domaine de santé, on l'appuie. Et quand on finance, le financement là, pas forcément qu'on prêche l'État-providence. Non, l'État-stratège, c'est-à-dire il apporte des moyens que vous allez rembourser dans 30 ans à un taux concessionnaire, c'est-à-dire pas d'intérêt. On vous donne, vous avez excellé, vous avez besoin pour les 20 projets là. Vous dites que non, on a besoin de 20 millions. Il y a plusieurs projets. 20 millions de dollars. Par exemple, en matière de pièces de rechange, prof, pour vous compléter, à ceux qui nous suivent, les investisseurs qui sont dans l'espace francophone, SAG Industrie, c'est le pièce de rechange. Depuis que le Congo n'a jamais eu une marque congolaise de pièces, même une batterie. Des capitales congolais, ça n'a jamais existé. Mais SAG Industrie, on veut faire par exemple des pièces, toutes les pièces d'origine plastique. Ventilo, enjoliveur, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous voyez que nous importons toutes ces pièces-là, et pourtant, le matière première est à Kinshasa, ainsi de suite. Donc, nous avons besoin des investisseurs. C'est comme ça pour que ce genre de projets le président puissent créer de la valeur. Obasanjo du Nigeria, quand il prend le pouvoir, il dit que qu'est-ce qu'il faut pour créer l'actionnariat ou l'entrepreneuriat nigérien? Ah oui, non, la bonne manière. Il a fait appel même à certains Congolais d'ici qui ont excellé dans le domaine des banques, qui ont excellé dans le domaine de l'automobile, qui ont excellé. Il les a appelés. Ok, voilà, pour gagner, il y a ceci. Parce que c'est ce qu'on appelle le mentorship. Il faut voir pour avoir. Alors, il met maintenant des moyens. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, l'homme le plus riche d'Afrique vient de là. Cher Aliko Dangote. Il a été accompagné au début par l'État. L'homme noir utile. Pourquoi?
Il est celui qui a créé plus de la valeur économique pour le continent. Oh, mais au départ, voilà. Suivez l'histoire de cet homme. Il a été accompagné par l'État nigérien. Oui. L'accompagnement dont il parle. Olusegun Obasanjo, le président, il est encore vivant. Voilà. Donc, il a fait un plus. Avec ce qu'il a fait, aujourd'hui, le Nigeria devient la première puissance économique africaine, avec un PIB qui dépasse 500 milliards de dollars. Alors que l'Afrique du Sud qui caracolait autrefois à la tête, c'est vrai, l'Afrique du Sud demeure les pays émergents, mais c'est la deuxième puissance économique africaine. Et je viens par là, pourquoi? Parce que quand nous accédons à l'indépendance, il y avait 4 pays sur qui l'Afrique pouvait compter. Nous avions à l'ouest le Nigeria, au nord l'Égypte, au centre la RDC, au sud l'Afrique du Sud. Mais regardez, après 64 ans, et aujourd'hui, le Ghana est devant l'économie congolaise. Le Sénégal est en train de pointer en pointe. Nous Côte battons, d'Ivoire, nous continuons. Le Kenya. Voilà. Tous ces pays-là n'étaient même... Le Maroc. Les pays qui comptaient. Le Maroc, ça, il faut saluer, c'est de l'intelligence économique. Parce que c'est lui qui est à la tête des... Le roi, depuis les années 2000, il a 2004, qu'il arrive au pouvoir. Un doctorat en droit public, et il a compris aujourd'hui, vous allez en Afrique de l'Ouest, il y a des investissements marocains, toutes les banques que vous voyez là, et l'industrie, c'est les Maroc. Ça monte, oui. Donc, c'est de l'intelligence économique. On n'en parle pas assez, et on ne veut pas associer l'élite. Quand on élabore des programmes, des projets, et la donne qui prévaut dans notre pays, il faut être politicien, je voulais même dire politicien, il faut être politicien au sens vulgaire du terme. Alors qu'aujourd'hui, la politique, c'est un domaine le plus complexe, Si hier, la politique était un art et une technique, aujourd'hui, la politique est à la fois un art, une technique et une science. Donc, revenons à notre sujet du jour, parce que nous atterrissons. L'endettement maintenant, comment on doit faire? Est-ce qu'il y a encore les marges sécuritaires pour que le Congo puisse s'endetter? Parce que les déficits, vous-même vous dites, il faut financer les projets. Non, nous avons les potentiels. Je vous ai dit que nous créons, par an, nous créons 70 milliards de dollars. Et si les budgets effectifs, comme c'est le cas, c'est parce que 80% des activités économiques sont dans l'informel. Vous êtes parmi les rares qui sont répertoriés, qui payent les fiscs, mais pour la plupart, ils sont dans l'informel. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Chercher à ramener tous ces investisseurs qui se cachent dans l'informel, réduire même de moitié l'informel, et ici, ça va améliorer notre quotité, notre PIB, et ça va permettre à ce que la pression fiscale devienne beaucoup plus importante et que nous ayons des budgets, pas des budgets chétifs de 16 milliards, ou à ressources propres, nous sommes peut-être à 9 ou 8 milliards. 8 milliards, alors que nous avons le potentiel d'avoir des budgets de 200 milliards. Et ainsi, voir engager l'activité. Le chiffre d'affaires des grandes entreprises. Parce que c'est ça aussi qui fait la vie économique. Mais parce que les entreprises, les quelques rares entreprises, ils sont dans la spéculation. Ce sont des activités spéculatives. Les entreprises, des industriels, il n'existe plus. Autrefois, on avait dans tous les secteurs de la vie nationale, il y a des capitaines d'industrie congolais qui ont montré des preuves. Aujourd'hui, cette race de Dokolo, de Bemba et autres, cette race a disparu. Mais nous sommes là. Mais vous devez être accompagné. Vous devez être accompagné par l'État. Il faut l'État nous accompagne. Je suis jaloux et les Congolais. Et Numelo et des Dangote. Il faut que le Congo nous donne quand même des béquilles. Et aussi, il faut. Voilà. C'est pourquoi c'est dans ce cadre-là que j'ai mis en place une fondation qui s'appelle FOMENIC, Fondation Meonganiko, entre autres. Il faut conscientiser. Il faut que les Congolais aient la préférence. Il faut que les Congolais, que nous arrêtons d'être complexés. Quand vous avez un garage tenu par un Congolais, vous préférez par un garage qui est tenu par un Libano, un Indo-Pakistanais, alors qu'ailleurs, même les Nigériens là, ils préfèrent d'abord l'huile moteur qui est vendue par un Nigérien, qui est l'huile moteur qui est importée par quelqu'un d'autre. Donc il faut 100 millions de Congolais. Si les 100 millions Congolais s'approprient de l'investissement congolais, mais vous allez même manquer quoi offrir. Parce que la demande aujourd'hui, l'offre, l'investissement est motivé par la demande. Mais la demande congolaise, elle est orientée, elle est tournée à l'extérieur. Nous préférons plus les produits exotiques, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, que des produits locaux. Et il faut, et je me lance par ma fondation, de conscientiser pour que les Congolais
préfèrent d'abord les Congolais. Ils peuvent aller à l'extérieur si dans ces domaines-là, il n'y a pas un Congolais. Voilà, et les domaines qui prospèrent à ce jour, c'est les domaines médiatiques qui est tenu par les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, des chaînes comme celle-ci, ce sont l'œuvre des Congolais. L'intelligence congolaise que ça ne se limite pas seulement francophonie aux médias et que tous les secteurs de la vie nationale, tous les secteurs, les 4 secteurs de la vie économique, c'est-à-dire les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, soient l'œuvre des Congolais. Ainsi, nous serons une puissance et les rêves que Lumumba nous a dit autrefois deviendront une réalité. Nous deviendrons la locomotive de développement. Si l'Afrique ne décolle pas, c'est à cause de la RDC qui traîne les points. Donc nous devons booster la RDC pour que nous jouions le rôle de la locomotive et que l'Afrique puisse devenir un pays, nous vous remercions sincèrement, Prof Omeonga. Vous êtes tous les lundis, hein, les internautes sont aujourd'hui habitués avec l'éminent professeur que vous êtes. Je vous remercie. Problématique de l'économie et de l'entrepreneuriat. Et à travers vous, tous vos collaborateurs, une chaîne comme celle-ci qui met à la disposition de l'élite du savoir pour contribuer à la constitution de ce pays, parce que la première richesse, c'est d'abord, il n'y a de richesse que l'homme. Nous avons besoin de capital humain. Il faut que des professeurs d'université, des techniciens, des experts passent et des espaces comme ça. En tout cas, les professeurs de l'IEC, les professeurs de campus, les professeurs d'IPEN et de toutes les instituts supérieurs de Kinshasa. J'ai dit mon recteur Bossé Kota de Bel Campus, mon aîné, qui était ministre même du plan. Oui. Je l'ai lancé l'invitation. On va parler un peu de la technologie dans ce plateau avec lui. Aujourd'hui, je représente l'Université pédagogique nationale. Oui. Je sais que je suis en train de mobiliser beaucoup de nos collègues qui vont passer ici pour partager de leur expertise, de leurs connaissances, et puis pour faire avancer. Parce que si nous mettons en congé l'intelligence et nous faisons la promotion de l'ignorance, voilà les résultats auxquels nous sommes arrivés. Donc, il faut abandonner l'ignorance qui a été promis au point où on a considéré l'ignorance comme une valeur et congédier maintenant l'ignorance et mettre en exergue l'intelligence, mettre les savoir-faire et les savoir-être pour que le Congo de demain soit différent du Congo d'aujourd'hui. Parce que cette fois-là, c'est l'élite qui sera à l'avant-plan et tous les barbares et les badauds, les délinquants financiers seront congédiés et on va laisser l'espace à l'élite du savoir et le Congo sera celui des rêves que Lumumba a avec tous les pionniers, je vois Kassavoub et les autres, qui ont caressé les rêves de voir ce Congo, la locomotive de l'Afrique. Merci, prof. Donc, à ce jour, à la semaine prochaine, nous allons parler de quoi? Le marketing, parce que l'entreprise congolaise a un vrai problème avec le marketing. On a tenu pour les internautes de l'espace francophone et congolais qu'on va parler de la dette. On a parlé de la dette aujourd'hui. Et la semaine prochaine, le lundi, ça sera le marketing. Un rôle très, très important dans la vie des entreprises. C'est parmi les cours que j'enseigne à l'Université pédagogique nationale. J'enseigne les cours de marketing des banques et des assurances. J'enseigne l'économie, le marketing stratégique et opérationnel, le marketing à l'international. Donc, ça, c'est parmi les cours que j'enseigne à l'IPN, mais aussi dans les restes des institutions supérieures de la ville de Kinshasa. De la ville et même de l'intérêt du pays. Merci, prof. C'est moi qui vous remercie. La semaine prochaine, marketing, parce que les entreprises congolaises doivent marketer, comme on dit. Merci. Et quant à moi, l'équipe technique, merci. Et nous remercions. Likez, partagez avec cette chaîne des francophiles. Si vous êtes aussi un expert, entrepreneur, soyons à la place du professeur Omeonga. Tout à l'heure, le stratège Alkitenge sera dans cette chaise-là. On va parler avec lui d'autres problématiques de l'économie et de l'entreprise en République démocratique du Congo. Merci. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.